C'est juste que même si d'une vie à l'autre, tu changes les choses, on va dire d'un demi-millimètre, tu as quand même changé des choses en fait. Tu as quand même évolué et à un moment donné, tu vas terminer cette leçon-là parce que c'est prévu comme ça, parce que tu as passé un maximum de choses et parce qu'à un moment donné, il faut se dire, bon bah oui, effectivement, la leçon, elle est bien apprise. Et même si toi, dans ton incarnation ou dans toutes tes incarnations, tu vas déclencher des choses que tu vas laisser en suspens, ben c'est parce que tu les laisses à la personne avec qui tu es venu travailler pour venir régler ça. Toi, tu auras réglé ta partie de la problématique, d'accord ? Et tu auras laissé une partie de cette problématique à la personne suivante pour venir régler ça. Mais voilà, après le parcours d'incarnation, il se termine à un moment donné parce qu'on a appris le principal en fait. Tu vois, c'est vraiment l'énergie principale de la leçon que tu vas intégrer. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode interview durant lequel j'ai reçu Laetitia Catalano, qui est médium et énergéticienne. Alors j'ai découvert Laetitia il y a quelques mois à travers une interview sur la chaîne Rayonnance TV et je l'ai trouvée absolument passionnante. Dans cet épisode, on s'est mis d'accord avec Laetitia pour parler de l'évolution de nos défunts après leur retour sur les plans célestes. On va donc aborder de manière un peu chronologique l'étape de cette transition de notre plan incarné aux autres plans, ainsi que tout ce qui se passe pour une âme par la suite dans cette transition. Je remercie très sincèrement Laetitia pour notre échange passionnant, sa bonne humeur, mais aussi sa grande simplicité. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Laetitia, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis très très content de te recevoir et de peut-être te faire découvrir à nos auditeurs. Si tu veux bien, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs en premier lieu. Ok, bah merci Xavier en tout cas pour ton invitation. Je suis vraiment ravie et touchée d'avoir reçu ton appel pour venir jusqu'à moi et c'est un plaisir pour moi de partager ce podcast avec toi. Donc moi j'ai 43 ans bientôt. Je suis maman de 3 enfants et ça fait à peu près 10 ans que je suis magnétiseuse, thérapeute énergéticienne et médium du coup, médium passeuse d'âme. Voilà, donc ça fait 10 ans que c'est mon métier. Ça m'a pris du temps pour en arriver jusque-là. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, je sais que je suis clairement à ma place et que je changerai de job pour rien au monde parce que je suis complètement épanouie là-dedans. Donc voilà, je suis très heureuse de faire ce métier-là. Génial. La médiumnité, pour toi, ça a toujours été quelque chose de présent ou ça s'est déclenché tardivement ? Alors, j'aurais envie de te dire, ça s'est déclenché tardivement et en même temps, d'aussi loin que je remonte, j'ai toujours vécu des choses qu'on pouvait catégoriser comme étranges, hein, tu sais, ces phénomènes presque paranormaux que tu vois mais que tu sais pas trop expliquer. Et surtout, j'ai toujours été attirée par ce monde-là sans avoir d'explication. Et surtout sans savoir au tout départ que dans ma famille, j'avais des guérisseurs, des coupeurs de feu, voilà, ce genre de personnage, si on peut dire ça comme ça. Donc ouais, mais ça s'est quand même réveillé assez tard pour moi, voilà, dans l'ensemble. Est-ce que tu crois que c'est toujours un peu le cas ? C'est-à-dire que quand tu es médium, c'est que dans ta lignée, quelque part, dans ton arbre généalogique, il y a 2-3 personnes connectées qui se baladent ? Alors, est-ce que c'est toujours le cas souvent, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de médiums entre guillemets à raconter la même chose, tu vois, à avoir à peu près le même parcours. Mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est en sommeil. Certains enfants, surtout à l'heure actuelle, hein, maintenant, ont cette médiumnité qui va rester très active sans peut-être passer par la phase de sommeil. Mais ouais, c'est souvent le parcours comme ça. Je pense, tu vois, on a basculé sur une autre génération où là, pour le coup, maintenant, ça va rester actif assez fort et assez vite parce que je trouve que la médiumnité va de plus en plus vite, en fait. C'est très intéressant, soit dit en passant. Oui, ça promet pour les générations à venir. C'est ça, c'est exactement ça.
Nous, on sera dépassés, hein. Oh, alors, je pense que, tu vois, très honnêtement, c'est comme avec la technologie, en fait, hein, on va être dépassé C'est très ça. vite. Mais je reste aussi convaincue que, tu vois, à l'image du monde, bah, les nouveaux médiums auront aussi besoin des vieux, hein, pour des fois revenir un petit peu aux fondamentaux, parce que des fois, ça prend des proportions un peu là qui peuvent être un peu alarmantes aussi quand même, hein. On voit des choses. Donc, ce sera bien de revenir aux fondamentaux et je pense que on sera là nous pour leur donner ces Oui, clés-là peut-être. pour remettre un peu de discernement là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, Laetitia, quand on s'est contacté, je t'ai proposé d'aborder un thème en particulier dans cette interview et tu as accepté avec plaisir, donc c'est chouette. Ce thème, c'est l'évolution de l'âme d'un défunt au fil du temps, même si par définition, le temps, on sait que ça n'existe pas. En tout cas, c'est une autre valeur dans ces autres plans. Donc, si tu veux bien, on va rentrer tout de suite dans le sujet. J'aimerais commencer par le moment où une âme quitte son corps physique, donc le moment de la mort. Euh, Est-ce que déjà, souvent on a les témoignages de personnes qui disent que quand on meurt, on peut, avant de mourir, commencer à percevoir cet autre monde. Est-ce que c'est l'expérience que toi tu en as? Alors oui, c'est complètement ça. On a au-delà des signes physiques, tu vois, qu'on peut avoir, qu'on dit des signes avant-coureurs. euh, beaucoup de personnes, avant de passer complètement de l'autre côté, vont faire ce que moi j'appelle des allers-retours en fait. Tu vois, où c'est ce moment où on a un pied un peu d'un côté et un pied un peu de l'autre. Et pour moi, je trouve que c'est un moment qui est assez crucial parce que c'est un moment où on va commencer à nous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort et où voilà, ce moment il est crucial parce que c'est là que tu vas décider si tu y vas ou si tu y vas pas en fait, tu vois. Mais on fait beaucoup d'allers-retours, hein, où on commence à mettre un pied d'un côté, un pied de l'autre. Alors c'est toujours entouré de beaucoup d'amour et de bienveillance. Il n'y a pas nécessairement de paroles, tu vois. On n'a pas nécessairement tout de suite à ce moment-là, soit les guides, soit les défunts protecteurs qui vont venir à ce moment-là pour communiquer directement, mais c'est surtout, on pourrait le définir comme une sorte d'enveloppe ou de nuage d'amour qu'on va nous apporter pour nous dire tout va bien. C'est effectivement le moment et tout va bien se passer. Tu peux venir jusqu'à nous en fait, hein. C'est un peu Ouais. ça. Et quand on meurt pour le coup, est-ce que tout de suite on est emmené dans une sorte d'espace où quelque part on sait qu'on est qu'on a changé qu'on a fait une certaine transition, ou est-ce que c'est comme si on était encore dans notre espace physique, mais on peut percevoir des choses des deux mondes? Oui, alors tu vas effectivement te retrouver comme une sorte de cocon, mais en même temps être dans la situation de l'instant T. Donc c'est un peu paradoxal, hein. C'est un peu comme si, alors tu vois là les guides me l'envoient et me disent, c'est comme si tu étais dans deux salles de cinéma à regarder deux films différents en fait. Voilà. Donc tu es attiré un petit peu des deux côtés de chaque film. Mais voilà, le temps n'est pas suspendu, même si très vite tu quittes cette notion de temps et d'espace, hein, puisque dès l'instant où on sort de notre corps, on a la possibilité d'aller à plusieurs endroits en même temps. C'est ce qui explique notamment que certains membres de la famille du défunt expliquent que au même moment, peut-être même pas au même endroit, tu vois, des fois à des milliers de kilomètres différents, eh ben, ils ont vu leur défunt au pied de leur lit le temps d'une fraction de seconde, et c'est le moment où le défunt, lui, passait de l'autre côté et a pu avoir cette possibilité de venir prévenir deux personnes qui peuvent être distantes de plusieurs milliers de kilomètres en même temps, en fait. Et du coup, tu as, oui, effectivement, cette espèce, comme si tu étais dans une bulle, en fait, tu vois, c'est vraiment une sorte de bulle. Et c'est vraiment comme ça que les guides le montrent. On est dans cette bulle qui va se balader un petit peu partout, mais qui surtout va rester là
à l'instant T pour voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est là que ça va enclencher sur beaucoup d'explications de la part du guide, notamment. Hmm. Et alors, dans cette bulle dans laquelle on se retrouve, vu qu'on a ces deux salles de cinéma, dans quel état émotionnel on est? Est-ce qu'on est encore plus, est-ce qu'on est, comment dire, imprégné de la tristesse de nos proches et du coup, bah forcément triste, ou est-ce que à l'inverse, on est dans ce côté l'effet waouh de ce nouvel état? Alors, il y a les deux, hein. Il y a cet effet waouh tout de suite, mais on reste quand même pas mal imprégné des émotions terrestres qu'on vient juste de quitter là à l'instant T, en fait. Donc, on a cette incompréhension euh, qui dure, allez, on va dire quelques secondes du temps terrestre, en fait, où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que c'est ça mourir? Est-ce que je suis encore là? Est-ce que je suis en train de rêver? Voilà, donc tout ça, ça se fait en une fraction de seconde, mais on a quand même encore, on se retrouve quand même encore imprégné avec des émotions terrestres. Ça dure un petit peu, hein, tout ça, et au fur et à mesure, très très vite, on va apprendre à se détacher de ces émotions terrestres, ouais, qui sont lourdes et qui nous empêchent après d'avancer, en fait. Justement, moi, ma compréhension, c'est que cette dés'imprégnation, elle est très relative à chaque personne et au parcours de vie et à la manière, à l'état d'esprit dans lequel tu décèdes. J'ai la sensation que pour la plupart des gens, c'est relativement rapide, mais que parfois, certaines personnes, bah, si tu meurs, je sais pas, dans un état d'esprit où tu étais en colère ou avec une rancœur, des émotions de vengeance et ce genre de choses, bah, tu vas rester très plombé et que tu peux quand même, même comment dire, en remontant quelque part, sans être bloqué, tu peux quand même être, comment dire, alourdi de ces émotions. C'est le cas? C'est ça. C'est exactement ça en fait, hein. C'est comme si, euh, tu vois, là, les guides me disent, c'est comme si on te faisait monter dans une montgolfière pour que tu puisses t'élever, mais que tout autour du panier de cette montgolfière dans lequel on est, eh ben, on a toujours des lestes en fait qui pour l'instant nous retiennent au sol. Et au fur et à mesure, on va décrocher un lest après l'autre pour pouvoir s'élever tranquillement. Mais ça, comme tu le dis à merveille, c'est propre à chacun en fonction de la vie qu'on peut avoir. Par exemple, une jeune âme qui va avoir une vie assez facile, avec pas beaucoup d'épreuves, va avoir évidemment beaucoup moins de lest à retirer de cette montgolfière en fait. Mais c'est aussi, voilà, si on est dans des énergies de colère, dans des émotions de souffrance, de rancœur, comme tu disais, ça va être un petit peu plus lourd. Mais pour autant, c'est pas nécessaire qu'on se retrouve coincé en fait. Il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame où on se dit bah, parce qu'on est dans la colère, on va forcément être coincé et on n'arrivera pas à remonter. Alors c'est pas complètement ça. On va remonter tranquillement. On y mettra peut-être plus de temps. Ça sera là, en l'occurrence, le travail du guide de nous emmener à travailler sur nous et à nous pardonner, hein, parce que c'est beaucoup ça aussi, à nous pardonner à nous-mêmes pour nous permettre de lâcher tous ces lestes-là et de remonter beaucoup plus facilement, en tout cas. Ouais, justement, j'allais te poser la question, tu parles des guides, à quel point ce travail de lâcher les lestes, c'est un travail personnel, c'est-à-dire que c'est une sorte de travail sur soi, sur ce qu'a été son parcours, etc. C'est de se pardonner en quelque part des choses qu'on a pu faire, ou est-ce que c'est quand même aidé par d'autres énergies de type guide ou autres peut-être âmes qui ont vécu la même chose? Ouais. Alors, c'est un travail qui est fait. Nous, on le voit d'un point de vue terrestre, où on se dit, oh là là, va falloir que je fasse le bilan de tout ce que j'ai fait, et ça va pas Ça va être être la très merde. drôle parce que ouais, c'est ça, ça va être une vraie galère parce qu'il y a des trucs, on n'a pas super envie d'y retourner. Et en réalité, c'est vraiment un travail qui est amené avec zéro jugement et avec cet état d'esprit du on va comprendre qu'est-ce que on était venu apprendre en fait dans cette incarnation-là, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais c'est fait avec tellement d'amour et tellement de bienveillance. Et tu vois, c'est entre autres une notion que moi j'essaye de ramener dans notre vie terrestre en fait, parce qu'on est tellement sous le coup du jugement
alors que c'est pas du tout ça qui se passe quand on arrive de l'autre côté. On devrait s'apporter beaucoup plus d'indulgence et beaucoup de bienveillance parce qu'on est en apprentissage constant en fait. Donc on va le faire de cette manière-là avec le guide qui lui ne va jamais poser de jugement sur nous. Alors notre guide principal, les guides secondaires, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, eux, ne savent pas ce que c'est que de poser un jugement en fait. Voilà, ils ne le font jamais. Et dès l'instant où on va de l'autre côté, personne n'a de jugement sur personne. Ça c'est typiquement terrestre en fait. Donc on va le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance en fait. D'accord. Et donc cette période du bilan, souvent on entend dans des personnes qui font tu sais, le témoignage de leur EMI, dire que bah, ils ont revu leur vie très très rapidement en fait. Euh, Est-ce que ça veut dire que ce travail de bilan, il peut être quasiment instantané après la mort, ou est-ce qu'il faut quand même un temps de digestion, entre guillemets, d'intégration du passage qui vient de se passer? Ouais, alors en fait, tu as plusieurs phases différentes. Effectivement, quand on va arriver de l'autre côté, on va te montrer l'intégralité de ta vie, du dernier jour et jusqu'au premier jour. Ça va très très vite, ça va en une fraction de seconde, et c'est de ça que parlent tous les expérienceurs en fait. J'ai vu où ouais voilà, même des gens qui vivent des choses très 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 fortes. Bah, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Bah oui, c'est ça. Et après, dans un deuxième temps, on refait ce parcours-là avec le guide, mais de manière beaucoup plus lente en fait, pour pouvoir analyser les choses les unes après les autres en fait, et s'arrêter sur des moments clés où on aurait entre guillemets dû réussir cette étape-là parce que on l'avait choisi, parce qu'on s'était semé des petits cailloux sur notre parcours pour dire bah ça, essaye de le faire comme ça, essaye de le faire comme ça. Et malgré tout, on n'a pas réussi. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot de pas réussir, tu vois. On l'a fait comme on l'a pu, hein, on devrait plutôt le dire comme ça. Mais ça se fait beaucoup plus lentement. En fait, on prend le temps de revenir sur tout ça parce qu'il y a des notions qui sont plus difficiles que d'autres à intégrer, en fait. Donc, c'est complètement normal. Mais le parcours de je revois ma vie en un clin d'œil, oui, c'est ce qui se passe très très vite quand tu passes de l'autre côté, quoi. C'est un peu le moment où on va glisser. Ouais, mais j'avais pas en tête que c'était deux choses distinctes, mais maintenant, effectivement, ça prend tout son sens. Et tu vois, souvent, je me dis, bah, on part du principe que quand on a, mettons on se soit planifié une incarnation, on a mis plein d'expériences et on a souhaité vivre ces expériences pour essayer de les affronter de telle ou telle manière. Et comme tu dis, on a réussi, même si c'est pas le bon mot, ou pas, et c'est ok. Et j'ai en tête qu'on se dit, bah, si je l'ai pas réussi, je le ferai dans une autre incarnation, c'est pas grave. Ou tout ce que j'ai créé quelque part, tu vois, si j'ai blessé des gens, ou si mon comportement, il a créé des choses qui ont pu nuire, bah, c'est ça aussi, je vais le réparer. Mais d'un autre côté, on se dit, forcément, dans une vie, tu fais pas tout bien et forcément, et à un moment, t'as des même, enfin, faut être un saint pour ne jamais avoir de paroles blessantes ou ne jamais avoir de comportements C'est compliqué, hein? déplacés. C'est ça. Donc, on peut s'imaginer que bah, ça crée une sorte de cercle infini où on est toujours obligé de se réincarner pour aller réparer les bêtises de la précédente incarnation. Alors, un cercle infini, non, parce que sinon, dans ce cas-là, on n'aurait jamais de guide, parce que ils seraient eux aussi toujours en permanence, tu vois, en réincarnation. C'est juste que même si d'une vie à l'autre, tu changes les choses on va dire, d'un demi-millimètre, t'as quand même changé des choses, en fait. T'as quand même évolué et à un moment donné, tu vas terminer cette leçon-là parce que c'est prévu comme ça, parce que t'as passé un maximum de choses et parce que à un moment donné, il faut se dire, bon bah oui, effectivement, la leçon, elle est bien apprise. Et même si toi, dans ton incarnation ou dans toutes tes incarnations, tu vas déclencher des choses que tu vas laisser en suspens, ben, c'est parce que tu les laisses à la personne avec qui tu es venu travailler pour venir régler ça. Toi, tu auras réglé ta partie de la problématique, d'accord? Et tu auras laissé une partie de cette problématique à la personne suivante pour venir régler ça. Mais
mais voilà, après le parcours d'incarnation, il se termine à un moment donné parce qu'on a appris le principal en fait. Tu vois, c'est vraiment l'énergie principale de la leçon que tu vas intégrer. Ouais, ok, ok, ok. Puis j'imagine que peut-être que de même manière que tu travailles d'un point de vue pratique certains sujets dans une incarnation, tu peux les compléter de manière théorique dans un plan désincarné. C'est ça, exactement. Parce que tu peux te retrouver, par exemple, euh, alors on va prendre l'exemple du guide qui, lui, fait l'apprentissage de son métier de guide de l'autre côté et qui va nous venir en aide à ce moment-là pour nous aider à apprendre une leçon et lui, en même temps, va apprendre sa leçon de l'autre côté, en fait. Tu vois, c'est un travail constant et il y a toujours deux côtés à une médaille. Et du coup, tu as toujours deux côtés à expérimenter dans la leçon. Souvent on dit c'est le bon côté et le mauvais côté. Là, on pourrait dire c'est être côté jury ou être côté élève en fait. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc t'apprends toujours. Hein. C'est aussi pour ça que euh, dans notre incarnation, on apprend toujours de la personne avec qui on échange. Voilà, là on est en train d'échanger tous les deux, tu es en train de me donner des infos, je suis en train de te donner des infos, et on accomplit les choses à la perfection en fait. Et c'est ça qui est chouette. En effet. On parle souvent de missions de nos chers défunts dans l'au-delà. Est-ce que, tu vois, est-ce que ces missions, enfin, elles viennent à eux très rapidement? Est-ce qu'il faut un certain temps tu vois, de désimprégnation et entre guillemets avoir atteint un certain plan de conscience avant de pouvoir avoir ces missions? Ouais. Alors souvent, t'as quand même un parcours qui est relativement long. Alors si on devait le ramener au temps terrestre, euh, alors encore une fois, c'est pas une science exacte, hein, c'est propre à chaque âme, voilà, chacun évolue à sa manière, mais en moyenne, c'est entre 6, 8, 10 mois pour que tu puisses vraiment te régénérer, faire ce parcours de cette rétrospective un petit peu sur ta vie, sur qu'est-ce que tu en as fait, sur comment tu l'as fait, et te désimprégner complètement des émotions et des énergies terrestres. Et seulement quand tu as fait ça, donc voilà, c'est quand même un parcours, comme on dit, il y a un peu de pain sur la planche, hein, mais quand tu as fait ça, là, on peut commencer à te proposer de travailler de l'autre côté. Alors souvent, on va choisir des missions qui sont en lien avec celles qu'on avait sur Terre, en fait. Ouais. C'est très Oui, souvent là c'est une lié. histoire de continuité, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une sorte de continuité où on retrouve dans tout ça la notion du j'ai été l'élève et du coup maintenant je deviens le guide pour quelqu'un d'autre en fait. Voilà, c'est par exemple, on le voit très bien ça dans le film No Solar où où ce médecin décide de l'autre côté de continuer son activité de médecine et d'être médecin du ciel, on peut le dire comme ça. Ces missions dans l'au-delà, alors je comprends bien les missions qui ont un lien, si tu veux, avec la Terre, c'est-à-dire que on vient quelque part, comme tu disais, continuer ce qu'on a pas forcément terminé, et puis se placer d'un autre point de vue. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que des missions qui ont attrait avec la Terre. Il peut y avoir des missions qui sont, enfin, d'ailleurs qu'on a peut-être même du mal à identifier, nous, à comprendre. Euh, de ton expérience, toi, comment tu vois les choses? Alors, je pense, tu vois, et c'est ce que les guides m'ont donné à moi. Après, hein, encore une fois, c'est propre à chacun. Voilà, on n'a pas tous la même vision et on reçoit pas tous les mêmes enseignements. Mais je pense que on va d'abord, tu vois, l'incarnation terrestre, c'est une des incarnations les plus difficiles, pour pas dire c'est la plus difficile en fait, tu vois. Et du coup, c'est aussi pour nous le fait de, quand on passe de l'autre côté, de continuer ce qu'on était venu faire sur Terre, c'est ce qui va nous paraître le plus facile, même si l'incarnation terrestre est la plus difficile. Repartir dans l'autre sens et appliquer cette sorte de continuité, c'est ce qui va nous paraître le plus facile ou le plus évident. Ouais, le plus logique, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le plus logique. Et après, je pense que euh,
une fois qu'on a eu quand même pas mal d'incarnations terrestres et qu'on a enseigné et qu'on a pris beaucoup, beaucoup d'enseignements dans ces incarnations-là, pour moi, après, on va se diriger vers d'autres styles d'incarnation chez les galactiques, dans les minéraux, les végétaux, voilà, tout ça dans ces incarnations-là. Mais, euh, mais l'incarnation sur Terre est la plus difficile et aussi la plus enrichissante, hein, parce que toutes les incarnations sont enrichissantes, mais on va dire c'est celle qui nous fait travailler le plus, tu vois. Donc c'est costaud, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a pas mal de médiums qui disent que, du point de vue de l'âme, les âmes se battent pour venir sur Terre, entre guillemets. C'est un privilège de venir s'incarner sur Terre parce que l'expérience, et notamment l'expérience autour des émotions, de ressentis émotionnels, est assez unique, même si, évidemment, c'est extrêmement lourd et dense et compliqué. Mais c'est une sorte de chance, c'est C'est ça? ça. J'allais te dire, hein, c'est pas le jackpot, mais presque en fait, quand tu peux venir t'incarner sur Terre et en même temps, euh, on a quand même bien conscience que c'est le jackpot, mais que ça peut aussi être très vite koh en fait, hein, tu vois, parce que C'est ça. tu sais que donc c'est aussi pour ça, entre autres, que t'as certaines âmes qui vont se charger énormément avec beaucoup 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 de missions en se disant bon bah tant qu'à descendre autant que j'aille le faire vite et J'y vais pas pour costaud rien. comme ça j'aurais pas besoin j'irai pas pour rien voilà et puis j'aurais pas besoin d'y aller 50 fois parce que c'est quand même pas super drôle non plus tout le temps en fait, hein. Ouais. Est-ce que ça veut dire que quand on s'incarne sur cette terre, du coup, est-ce qu'on a une sorte de comité de soutien plus important parce que l'expérience est plus compliquée? Alors plus important, non. Ça change pas la qualité de l'accompagnement, ça change pas la quantité d'accompagnement. Euh, Tu vois, c'est comme si tu me disais, est-ce que est-ce que l'athlète qui va au championnat du monde, il va forcément changer de coach s'il va aux Jeux Olympiques? C'est la même chose. Ouais, Tu vois, ouais. c'est à partir du moment où tu as créé cette relation de confiance avec ton guide, bon, qui est évidente, voilà, hein, puisque c'est tellement bien organisé et tellement bien hiérarchisé que c'est une évidence. Mais une fois que tu as créé cette relation de confiance et que tu as toute cette équipe de lumière qui te va à merveille et qui t'accompagne, bah, que tu ailles chez les minéraux, chez les végétaux ou dans l'incarnation humaine, bon, on va t'accompagner de la même manière en fait. C'est, c'est, ouais, ok. Tu vois, les guides me le disent comme ça. Les guides me disent, c'est pareil mais c'est différent. Tu vois? Merci aux guides de leur clarté Voilà, ils limpide. sont sympas. T'as vu, c'est pareil, mais c'est différent. C'est là que tu vois que les guides sont vachement drôles et qu'ils ont vachement d'humour, en fait. Ah ouais, C'est ça. je le vois tous les jours en séance. Et c'est ça. Et des fois, ils te disent, débrouille-toi avec ça. C'est ça. Allez, tiens. Bonne Ou des chance, fois, ils te disent. ils vont te répondre complètement à côté de la plaque, C'est exprès. ça. C'est exactement ça. Euh, Est-ce que pour une âme qui est expérimentée, donc une vieille âme, c'est plus facile ce parcours d'incarnation sur Terre ou à l'inverse, parce que les âmes vont peut-être, en tant que vieille âme, plus se charger? Est-ce que c'est plus compliqué? Alors, c'est souvent plus compliqué. Pourquoi? Parce que, comme tu es une vieille âme, tu as expérimenté beaucoup de choses. Ça veut dire que tu t'es incarné beaucoup de fois. Ça veut dire que tu as appris énormément. Et que ça veut aussi dire que ton guide te fait de plus en plus confiance parce que il sait que tu es en capacité de passer pas mal de choses. Donc, moi, je dis souvent, euh, notamment quand je rencontre des artisans de lumière, hein, ce que moi j'appelle les artisans de lumière, hein, donc c'est des gens qui font notre métier, voilà, et toute la sphère énergétique. Je dis souvent, plus le parcours a été chaotique et plus la mission derrière elle est belle en fait. Parce que justement, tu acquiers cette expérience où tu passes par tout un tas de choses qui sont pas drôles, hein, où il y a vraiment des fois où tu peux te poser sur ton canapé et te dire c'est pas possible, j'ai dû faire un truc vraiment très moche dans une vie parce que pour pouvoir passer des trucs comme ça, c'est pas possible. Et c'est là, et c'est quasiment tout le temps comme ça, qu'à un moment donné de notre vie, on a cette sorte de révélation. Moi, j'appelle ça une révélation, hein, c'est vraiment ça. Où tu te dis, mais en fait, pourquoi je vis tout ça? Mais je le vis parce que j'ai certainement quelque chose de très puissant à faire derrière. Et là, tu as tout qui se met en route de manière presque magique où bah, tu vas découvrir que tu as des capacités, tu vas découvrir qu'il faut que tu t'en sers, tu vas découvrir que bah, finalement tu peux aider plein de personnes et ça te permet
de regarder se passer en te disant, bon, ok, c'était vraiment pas cool, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais que derrière, aujourd'hui, ça me permet de pouvoir accompagner les gens. Donc, c'est souvent plus difficile, en fait, hein. Souvent, je remarque moi en séance que il y a un lien entre les âmes expérimentées et plus, grosso modo, on est une vieille âme, plus dans notre mission, il y a une notion de collectif, tu vois, de tourner vers l'autre. Bon, évidemment, on est toujours tourné vers soi parce qu'on va toujours continuer à travailler sur soi, mais de plus en plus, on élargit le spectre, quoi. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est euh, de par toutes les vies qu'on a vécues en tant que vieille âme, on a ce volume et cette richesse d'enseignement qu'on doit, à mon sens, hein, vraiment transmettre à un maximum de personnes. Donc, je dis toujours ça aussi, les artisans de lumière, ils sont là pour rayonner le plus loin et le plus fort possible, pour essayer d'emmener un maximum de personnes avec eux et de leur permettre d'avancer de plus en plus sereinement, en fait. Donc oui, tu vas ouvrir de plus en plus. C'est comme si tu avais un rayon de lumière qui va s'étendre au fur et à mesure de tes incarnations, en fait, hein. Pour moi, c'est une évidence, en fait. Ok. Et de même manière que l'incarnation d'une vieille âme est plus compliquée, est-ce que sa sortie d'incarnation est plus simple parce qu'il y a le côté expérience du nombre de fois où elle a fait cette transition? Alors, oui et non. C'est souvent plus simple avant le départ, parce que euh, tu reçois plus d'infos, tu as plus de ressentis et presque tu peux dire, bah, je sais que là c'est le moment que j'y aille, en fait, hein, il y a plus, c'est moins compliqué à ce moment-là. Mais par contre, bah, tu as toujours ce parcours de refaire l'incarnation dans l'autre sens, de recommencer, de voir qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, ainsi de suite, en fait. Euh, je trouve que c'est plus, disons qu'en termes de temps, ce temps de repos et de débriefing, voilà, c'est le mot qui vient, tu vois. Ce temps de débriefing, lui, va être raccourci. Mais c'est quand même assez difficile de refaire ce parcours-là, même si on a été une vieille âme, parce qu'à chaque fois, euh, alors tu expérimentes des choses en plus grande quantité, mais tu expérimentes aussi des notions qui sont plus difficiles, où tu vas aller plus en profondeur. Donc, bah, pareil, le retour de l'autre côté, le débriefing et l'analyse, ils sont pas toujours évidents non plus, même pour de très vieilles âmes, en fait. Ouais, bah oui. Mais oui. Et on parle souvent, tu sais, des âmes qui ont pas plus forcément besoin de s'incarner, qui ont terminé leur cycle, mais qui reviennent de manière volontaire parce que il y a pour le coup une mission, un vrai besoin collectif de vibration, tu vois, de ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as été confronté à ces énergies-là, et qu'est-ce que tu peux en dire? Alors oui, j'ai été confrontée, pas très souvent, hein, ça arrive pas souvent et je trouve que c'est une chance de pouvoir rencontrer ce que moi j'appelle les anges terrestres, en fait, hein, voilà, tu vois ils ont vraiment pour eux la seule mission qu'ils ont, c'est de rayonner de toute leur force et d'accompagner un maximum de personnes. Donc c'est aussi des âmes à qui on va faciliter la tâche, tu vois, on va pas les charger. euh, beaucoup trop, mais parce que le seul but, c'est de rayonner très fort et de donner de cette lumière et de cet enseignement. Donc, en gros, c'est comme si on te mettait toi au volant d'une voiture et on te dit, bon, bah, la seule chose que tu as à faire, c'est tu roules tout droit. Voilà, et t'y vas. Et presque tu pourrais klaxonner au passage tout le temps, mais c'est juste ça. C'est tout droit, vas-y et déploie tes ailes au maximum pour emmener un maximum de personnes avec toi. C'est très beau. C'est des séances. Je ne sais pas si toi, tu as eu à cette occasion-là, Ah oui. mais c'est des séances qui sont bien particulières parce que déjà l'énergie, elle est dingue. C'est vraiment. Tu montes sur des plans qui sont extraordinaires. Tu te retrouves enveloppé d'amour, de bienveillance ça en est presque magique. Et très souvent, en tout cas moi, à chaque fois, ça a été ça. J'avais une figure sainte qui venait avec. Alors la plupart du temps c'était la Vierge Marie qui venait avec, mais où là, bah, t'as beau être
être au courant des choses, t'as beau travailler là-dedans, tout ça, tu finis forcément en pleurs complets parce que tellement tu te fais embarquer. Ah, mais Et ouais. c'est systématique. Et tu vois, moi, je lutte pas quand j'ai la chance, parce qu'encore une fois, c'est une chance de pouvoir vivre cette expérience-là. Mais j'ai aucune. Enfin, je me juge pas de quoi que ce soit de me mettre à pleurer. Je dis, mais là, c'est tellement fort et c'est tellement beau que c'est des pleurs de joie, en fait. Tu vois? Mais c'est particulier, hein. Quand tu rencontres un ange terrestre, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais, ouais, et puis effectivement, c'est des énergies. T'as l'impression d'être un peu hors du temps, en fait. T'as l'impression d'être dans un truc où tu perds un peu le contrôle. Là. Tu te laisses embarquer, quoi. C'est ça. Tu te laisses complètement porter et c'est pareil. C'est le genre de séance où tu sors pas en un clin d'œil de ces séances-là, en C'est fait. ça. Il va te falloir un bon moment pour redescendre parce que on t'a fait monter tellement haut que déjà t'as pas envie, hein, de redescendre, hein. On va être clairement honnête, t'as pas envie de redescendre tellement tu te sens bien. Mais c'est comme tu dis, c'est comme si c'était un instant de pause où t'es complètement hors du temps et il y a plus de temps, il y a plus d'espace, il y a plus rien et tu fais juste que profiter, en fait, quoi. Alors ça peut être aussi très déstabilisant pour certaines personnes. Parce que justement, on a cette notion dont tu parles très bien de perte de contrôle. Là, tu sais plus où t'en es. Et il y a des gens qui ont du mal avec ça et qui peuvent se retrouver en difficulté face à la présence d'un ange terrestre. Oui, et puis aussi, il y a un petit côté, ça te perche quelque part dans autre chose, et c'est difficile de se réancrer à cette réalité terrestre. C'est ça. C'est ça parce on est tellement bien perché là-haut. Ça- c'est, c'est tellement agréable d'y aller. Ça me fait penser, tu vois, il y a pas très longtemps où j'ai fait une montée sur les plans de lumière qui était géniale en fait. Tu te retrouves là-haut et tu te dis bon bah non mais moi je veux pas descendre en fait, je suis bien là. du coup euh, du coup ouais comme tu dis on est perché très très haut et on aimerait bien rester perché là-haut. Exactement, exactement. Parlons de perspective de réincarnation. Il y a toujours un truc, bon, même si je comprends que la notion du temps, de l'espace, tout ça, c'est pas la même dans les autres mondes. Ça me laisse penser que quelque part, quand on revient de son incarnation, on sait déjà de quoi la prochaine incarnation elle va retourner, en fait. Parce que tout ça, quelque part, c'est un peu simultané d'une certaine manière. Donc, tu vois, c'est là où ça commence à faire mal à la tête. Ouais, ouais, c'est ça. C'est là que tu te dis, bon, attends, je vais prendre un petit café parce que là, il faut que je reste là, parce que sinon, C'est je vais me ça. perdre. Non, on parle de vie antérieure, mais en réalité, on devrait effectivement parler de vie simultanée, parce que tu peux être au XVIIe siècle, tu peux être en 2023, et puis tu peux en même temps être en 2645, en fait, quoi. Et du coup, mais comme d'un point de vue terrestre, on a besoin de bien ranger les choses, de bien les classer dans l'ordre croissant ou décroissant pour que ce soit bien intégré par notre cerveau. Et là, c'est des neurosciences, hein, ni plus ni moins que ça. Mais euh, tu sais, savoir déjà ce qui va t'attendre pour la suite, non, parce que, alors pour moi, t'as quand même euh, cette incarnation que tu viens de faire, d'accord? Et puis tu as ce débriefing. Alors effectivement, peut-être en sortant de cette incarnation, tu vois, quand tu arrives de l'autre côté, tu te dis, bon, ok, c'est bon, je sais déjà ce que je vais devoir faire la prochaine fois. Mais entre-temps, comme tu fais ce débriefing avec ton guide, ah bah, ça vient peut-être changer un petit peu la donne. Alors peut-être que bah, ce truc-là que je pensais faire de cette manière-là dans ma prochaine incarnation, je vais peut-être le nuancer un petit peu. Tu vois, je trouve que le parcours de débriefing et d'analyse qu'on fait avec le guide, ça vient nuancer les choses. Et c'est là que c'est enrichissant, parce que ça te permet de peut-être voir le tableau sous un autre angle, d'ouvrir les perspectives et de dire, bon, bah, ce que j'avais prévu de faire, on va dire, à l'échelon 2, bah, finalement, je vais peut-être aller le faire à l'échelon 6, et parce que ça sera encore plus approprié, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Une fois qu'on a terminé du coup notre cycle d'incarnation, imaginons que ok, on a fait tout le boulot qu'on avait à faire sur cette terre, on est ok, on a validé toutes les cases, euh, donc on va se diriger vers d'autres plans d'incarnation. Est-ce que c'est une trajectoire unique? Est-ce que quelque part toutes les âmes ont la possibilité d'aller sur plein de plans d'incarnation? Tu vois, est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a un chemin qui dit tu vas passer de la maternelle qui est la terre à au primaire qui est tel plan, et après le collège, etc. Ou est-ce que quelque part chacun fait un peu sa sauce, quoi? Alors, tu vois, moi, je vais plutôt sur aller sur ce qui est approprié au moment où l'âme en a besoin, en fait. Tu vois, donc on pourrait dire, oui, effectivement, c'est très scolaire. On va de 0 jusqu'à 10, mais en réalité, c'est toujours fait en accord avec le guide. C'est toujours validé par ce que moi j'appelle les autorités compétentes, en fait, hein, où on te laisse constamment ce libre arbitre. Là, tu as fini ton parcours d'incarnation terrestre. Bon, est-ce que là, tu te sens plus d'aller sur du végétal? Est-ce que tu te sens plus d'aller sur de l'animal? Est-ce que tu te sens plus d'aller sur des galactiques ou sur d'autres choses? Pour moi, il y a pas, on n'est pas forcément obligé de passer par tous les univers, en fait. Tu vois, certains vont aller s'incarner là, d'autres vont pas y aller. Par contre, je reste assez convaincue que l'incarnation terrestre, ça fait partie des choses que tu peux pas trop t'éviter, en fait, hein. C'est un peu comme si c'est tellement riche, tu vois, voilà, c'est ce que disent les guides. Les guides disent, mais c'est tellement riche en enseignement qu'en fait, euh, c'est le truc incontournable, en fait, où il faut que tu y ailles. Ouais, Il faut que tu y ailles parce que, ce tu sais, serait c'est comme dommage quand de tu s'en passer, dis, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est comme quand quelqu'un qui te dit, oh là là, si t'as pas été au concert de telle personne, t'as raté toute ta vie, en fait. Voilà, il faut que tu y ailles absolument. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Voilà, mais après, on a quand même cette liberté de pouvoir aller à droite si on a envie d'aller à droite, à gauche si on a envie d'aller à gauche, sous vraiment les conseils et la bienveillance du guide qui va te dire, non, là, t'es peut-être pas encore prêt à faire ça encore. Voilà, et ainsi de suite. Moi, j'imagine tous ces autres plans déjà innombrables, mais avec chacun, comme si chaque plan avait son terrain d'expérimentation. C'est-à-dire, on peut faire, tu veux faire telles expériences, bah, tu vas aller sur telle planète. Tu veux faire telles autres expériences, tu vas aller sur telle planète. Tu as telle vibration et tu veux faire telle expérience, tu vas aller sur telle autre. Enfin, c'est un peu comme ça que toi, tu le vois? Ouais, c'est exactement comme ça en fait, hein. C'est comme, moi je le vois sous forme de sphère en fait, tu vois. C'est, on peut dire des sphères ou des planètes qui sont toutes connectées les unes avec les autres, ce qui permet la simultanéité de toutes ces expériences-là. Euh, et où effectivement, bah, tu arrives à l'entrée de telle planète, et ben t'as un peu le menu affiché, dire bah là ici c'est ça, 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 ça et ça, et ici c'est ça, 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 ça et ça. Tu vois, c'est c'est vraiment comme si tu avais plusieurs pôles différents. Là c'est le pôle terrestre, là c'est le pôle telle chose, là c'est le pôle telle chose. Mais par contre, pour moi, tous ces pôles-là, toutes ces sphères, toutes ces planètes, si on veut dire comme ça, elles sont connectées en permanence, en fait. Et avec ce noyau central qui est la source. Tu sais, moi, c'est vraiment à la manière d'un système solaire, en fait, que les guides me le montrent. C'est vraiment de cette manière-là. Et en même temps, avec toutes ces interconnexions que tu peux trouver dans le cerveau, où ça va très vite, où ça va très fort et où c'est très lumineux, en fait. On a à peu près la même vision des choses, en fait, hein. D'accord. Ouais, 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 je vois bien. Euh, une autre question pour revenir au thème de l'évolution du coup de nos défunts. Euh, est-ce que, est-ce que quand on arrive à un moment, quand on a fini les étapes où on s'est désimprégné totalement de ce qu'on venait de vivre, est-ce qu'on arrive à un moment où on se souvient, on a en conscience le souvenir de toutes les autres incarnations, c'est du millefeuille, de l'imbrication de tout ce qu'on a pu vivre, euh, et est-ce que c'est nécessaire d'en arriver là pour se réincarner? Alors, tu vas effectivement avoir un moment dans ce parcours de remontée et de débriefing, en fait, tu vas avoir un moment où tu vas pouvoir aller te poser où tu as envie, d'aller dans n'importe quelle de tes vies
pour aller voir peut-être un moment précis qui va te permettre d'avancer sur telle problématique que tu es en train de traiter en fait, tu vois. Mais oui, tu peux aller te balader dans n'importe quelle de tes vies pendant que tu fais ce parcours d'évolution, enfin de remontée, hein, on pourrait le dire comme ça. Je trouve pas de terme suffisamment chouette en fait pour donner un nom à ce parcours. J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver, pourtant ça fait un moment que je cherche. Mais mais oui, tu peux aller à un certain moment, ne serait-ce que tu vois pour te ressourcer. Par exemple, euh, tu as été dans une de tes vies, je sais pas moi, dans une époque où tu te sentais vraiment très très bien dans un champ de blé parce que tu étais agriculteur et parce que toi, tu étais heureux de récolter ton blé et que ton kiff total, c'était d'être le soir au coucher du soleil au milieu de ton champ de blé. Ben, on va te permettre d'aller dans ce moment-là parce que ça va t'aider et parce que ça va te permettre d'évoluer aussi et de te ressourcer et d'évoluer. C'est un peu, tu sais, les fameuses annales akashiques dans lesquelles on peut aller. Bah, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, hein, c'est clairement Parce que ça, hein. c'est le champ d'information total en fait, où toutes les informations sont stockées. C'est la grande bibliothèque où tu retrouves chacun des livres de toutes tes vies et où tu peux aller piocher dans les livres qui sont nécessaires pour toi, en fait. Voilà, pour ton évolution. On dit souvent que pour une âme, une vie c'est comme une seconde finalement. Il y en a tellement C'est que ça. et puis au niveau du temps tel qu'il est conçu de l'autre côté, c'est pas grand chose. C'est aussi ton ressenti. Ça passe en un éclair, hein. Elle est très bien, cette expression. C'est une vie qui passe comme en un éclair. Ben oui, c'est ça, en fait. Ça va tellement vite de l'autre côté, et en même temps, tu te rends bien compte qu'on vit toutes ces vies en même temps, donc oui, oui, c'est difficile hein, de se détacher de la notion de temps, parce qu'on ramène tout à ça, mais bien sûr que une heure de temps chez nous, ça va passer en un milliardième de seconde de l'autre côté, en fait. Mais oui, c'est ça. Ça va très très C'est ça. vite. Toi qui fais qui a des contacts avec des défunts, est-ce que tu ressens comment dire, l'évolution de ces défunts? Je sais pas, j'imagine que tu as été confronté parfois à des défunts qui venaient juste de quitter, cette incarnation et puis ces mêmes défunts, quelques années plus tard, comment tu vois, ce qui se passe pour eux et comment ils abordent, finalement, ce qu'a pu être leur incarnation? Alors, tu vois, ça c'est aussi un moment qui est particulier et, qui arrive pas très souvent en fait, hein, mais où tu peux justement retrouver cette âme que tu as eue en séance quelques années plus tôt et qui te raconte en fait et qui t'explique que ça ne s'arrête jamais de l'autre côté, qu'on évolue encore et encore et encore et que ils sont tellement heureux d'avoir évolué et certains viennent même te dire, tu sais, bientôt ça sera le moment pour moi de me réincarner. Ça c'est un chouette moment aussi, hein, c'est vraiment très très beau. Mais j'ai pu, il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'une séance, j'ai pu avoir l'enfant de la dame que j'avais en consultation. C'était l'enfant qu'elle avait eu dans une autre vie. Et c'était qu'elle avait perdu dans une autre vie. Mais c'était dingue en fait. Ça a été une des plus belles séances que j'ai pu faire parce que cet enfant-là est venu nous raconter ce qui s'était passé dans cette autre vie. Tu vois, il s'est un peu fait le rôle de l'anal akashique en fait. Et, et, et il était tellement fier de voir ce que sa maman faisait dans cette vie-là. Voilà, hein, il y avait cette connexion entre les deux vies qui était géniale en fait. Et souvent ils viennent pour nous raconter ça. Et c'est un moment qui est extraordinaire et pour nous montrer que il faut continuer, qu'il faut pas perdre la foi et qu'il faut vraiment se rendre compte que même si c'est difficile, on évolue et que finalement on ne doit pas avoir peur de remonter, mais qu'on ne doit pas non plus avoir peur de se réincarner parce qu'on avance et que c'est une richesse qui est géniale. Mais cette séance-là, elle était incroyable en fait. Ouais, ce qui est assez effectivement formidable, c'est de constater, ça m'est arrivé aussi en séance, d'avoir parfois des témoignages de défunts qui ne sont pas des défunts de cette vie-là, mais d'autres vies. Et c'est vrai que tu comprends en fait que eux-mêmes sont toujours là pour avoir un œil sur ce qui se passe. Enfin, et c'est là que tu comprends quelque part que
au-delà des guides, dont c'est vraiment le boulot et qui font ça très bien, il y a aussi tout un comité de soutien derrière de plein d'âmes de qui on est proche. Et je trouve que cette notion, elle est très apaisante, elle est très rassurante. Elle fait du bien, hein, cette notion-là. Et, euh, et tu vois, à l'heure actuelle, on est tellement dans un monde où on est... Alors, si tu regardes bien, la Terre, elle est surpeuplée, et pourtant, les gens se sont jamais sentis aussi seuls qu'en ce moment, en Ouais. fait. Ils sont seuls face à eux-mêmes, c'est très compliqué. On a des moyens de communication qui sont dingues, et pourtant, on communique plus du tout. Et je trouve que dans ces moments-là de solitude et de détresse profonde, c'est tellement important de pouvoir savoir qu'on a des guides autour de nous, qu'on a ces âmes qu'on a rencontrées dans d'autres vies qui sont là près de nous et qui nous soutiennent et qui nous abandonnent pas en fait et qui nous amènent tellement de choses. C'est un soutien qui est génial. C'est génial. Laetitia, écoute, je vais te remercier pour vraiment toutes ces informations qui étaient passionnantes. Ça passe très très vite. Avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même que tu nous parles des accompagnements que tu proposes et de comment toi tu fais ce métier, ce beau métier. Alors déjà, je te remercie hein, pour cette invitation, encore une fois, du fond du cœur, et je t'en suis profondément reconnaissante. Et merci pour ce beau moment qu'on vient de passer. Alors, donc moi, je travaille sur j'ai plusieurs casquettes hein, différentes. En soins énergétiques et en magnétisme, je vais aller travailler sur le corps physique, sur tous les corps énergétiques et sur l'émotionnel, de manière à emmener les gens à pouvoir exprimer toutes les émotions qui sont complètement verrouillées et qui empêchent leur énergie de circuler dans leur corps et qui du coup les rendent malades. Hein. Voilà, c'est le mot maladie. Hein. Euh, Toujours avec beaucoup de bienveillance, toujours avec beaucoup d'amour. On prend le temps. Vraiment, j'aime moi prendre mon temps en séance. Je ne travaille jamais à la montre parce que c'est quelque chose que je déteste. Alors, bon, le plan terrestre fait qu'on a quand même des plannings à respecter, mais c'est toujours en douceur. J'intègre toujours la personne dans sa propre séance. Je responsabilise les gens pour qu'ils puissent comprendre comment ils fonctionnent, comment ils évoluent et vers quoi ils peuvent aller. Donc ça, c'est pour la partie énergétique. Après, je travaille aussi en contact défunt, où là, évidemment, bah, c'est des séances qui sont géniales, où pareil, on a cette possibilité ou pas, parce que c'est pas une science exacte, des fois, ça nous arrive de rien avoir du tout, et de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un petit message ou de pouvoir avoir des explications, de poser des questions à nos êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Et je travaille aussi en guidance, donc là avec la médiumnité, avec les oracles, pour pouvoir aussi apporter des clés aux gens qui sont soit perdus, soit dans une problématique où c'est compliqué d'évoluer dedans, et de leur permettre de voir un petit peu vers quel chemin ils doivent se diriger. Après, je fais aussi tout ce qui est nettoyage de lieux, où là c'est passionnant, pour aller rendre la lumière aux lieux, soit des lieux de vie, soit des lieux professionnels, parfois même c'est juste des terres, voilà, et c'est passionnant aussi parce qu'on retrouve toute l'historique des lieux et c'est un bonheur que de faire ça. Moi, quel que soit le domaine, je me régale dans ce que je fais, donc j'essaie de transmettre ça et d'apporter beaucoup de réconfort et beaucoup d'amour à tous ces gens qui en ont grand besoin. Mais oui, on le sent bien. Et du coup, il faut préciser que tu es donc en Bretagne, pointe ouest, mais tu travailles aussi à distance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je travaille à distance. La seule séance que je ne fais pas à distance, c'est la séance de communication avec les guides parce que c'est quelque chose qui est bien particulier et que j'aime faire dans un cadre bien particulier. Mais après, toutes les autres séances s'organisent très bien à distance, sans aucun problème parce que ben, l'énergie, ça n'a pas de frontières et ça n'a pas de limites et tout est mis là encore en œuvre pour que ce soit une séance comme si on était en cabinet, c'est la même chose. Super. Avant qu'on se quitte, j'ai deux questions à te poser. Je les pose quasiment systématiquement quand j'oublie pas. La première, c'est est-ce qu'il y a des livres ou des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours ou que voilà qui ont fait que tu as pu bien vivre ton chemin spirituel? Bien sûr. Alors, moi, les ouvrages que j'ai lus principalement, c'est les ouvrages de Patricia Daré.
grande médium que j'apprécie beaucoup, que j'avais été voir en conférence et qui est superbe. Évidemment, les livres de Clémence Biasino-Pillé, qui pour moi est un mentor et qui m'a apporté tellement de choses. Et qui, elle, s'il y a vraiment des livres par lesquels vous devez commencer, c'est ceux-là. Hein. C'est autant ceux de Patricia que de ceux de Clémence. Ils sont complémentaires et ils sont extraordinaires. Et j'aime beaucoup aussi les livres de Stéphane Alix, grand reporter, qui lui apporte à la fois la dimension spirituelle, mais aussi très terre-à-terre, scientifique. Ouais, très journalistique. Ouais, voilà, c'est ça, très journalistique. C'est pour moi tous ces livres-là sont des livres qui sont abordables, qui sont faciles à lire et qui sont d'une richesse incroyable en fait. Donc ouais, c'est ce que je conseillerais. Merci, ça me plaît bien. Et on en profite pour passer un petit coucou à Clémence que j'ai reçue il y a quelques mois dans le podcast. C'est ça. Et la dernière question, c'est du coup, pour les personnes qui s'éveillent tout juste à tout ce monde merveilleux, mais parfois difficile à appréhender de la spiritualité, quel pourrait être le conseil que tu leur donnerais? Alors, le conseil que je donne toujours, qu'on soit au début, au milieu, à la fin, c'est quel que soit ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre, ce que vous allez regarder, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui n'a pas de sens, ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas, ne l'appliquez pas, parce que ça ne vous servira à rien, ça sera contre-productif et surtout ça ne sera pas respectueux de ce que vous êtes et de votre âme et de votre personne. Je dis toujours, moi, même si c'est le Saint-Père qui l'a dit, si ça vous résonne pas et si ça vous parle pas, vous y allez pas et vous le faites pas. C'est tout. C'est en gros le seul conseil que j'aurais à donner, ouais. Tu vois. Bah, c'est des mots qui me parlent bien parce que c'est quelque chose que je dis très très souvent, très très régulièrement en introduction de mes podcasts. Donc tu vois, on se rejoint sur cette notion. Encore un grand merci à toi, Laetitia, c'était un vrai plaisir. Et merci évidemment à tous nos auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci à toi et merci à tout le monde pour l'écoute que vous apporterez. Merci beaucoup.